Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'ENSIB et bienvenue à ce partenariat Quai du Polar que nous mettons en œuvre depuis 8 ans maintenant. Et vous voir si nombreux aujourd'hui, c'est une véritable réussite pour nous à l'ENSIB. Et on profite de ce moment pour remercier le Festival Quai du Polar pour son soutien et puis son amitié pour toutes ces années passées ensemble et chaque année. Donc merci à vous également pour votre fidélité à cet événement. Merci à la Page des libraires qui a conçu le programme en concertation avec Quai du Polar. Je voudrais remercier vraiment l'ensemble des professionnels ici présents. Les éditeurs, les libraires, les bibliothécaires, les professionnels du livre et tout autre professionnel aussi, les bibliothécaires qui sont là. Remercier les équipes d'organisation, remercier la directrice Hélène Fischbach qui est là, la directrice du festival Quai du Polar, qui nous fait l'honneur d'être ici à l'ENSIB comme chaque année. 21e édition de Quai du Polar, un peu plus de 120 auteurs et autrices, me disait Hélène tout à l'heure. Vraiment un grand plaisir que cet événement soit un avant-goût finalement de ce festival que nous vous invitons à aller fréquenter. Il fait très beau en plus cette année. Vous êtes à la fois en présentiel et en ligne. Profitez de cette journée. Et voilà, je vous remercie encore infiniment pour votre présence et très bonne journée. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous, on est très heureuses, évidemment, de pouvoir être à l'ENSIB avec vous pour cette journée de formation qui marque tous les ans le début du festival. Hein. Pour nous, c'est vraiment... voilà, le festival est lancé avec vous ce matin. Donc, on est ravis, évidemment, de ce partenariat avec l'ENSIB. Merci beaucoup, Florence, de cet accueil. C'est vrai que cette journée de formation, depuis 8 ans maintenant... qu'elle a lieu à l'ENSIB, elle a évidemment pris une forme un peu plus professionnelle et cette salle et cet accueil évidemment font partie de cette professionnalisation de cette journée de formation. Donc on est ravis de vous accueillir ici. C'est une fréquentation record cette année pour la journée de fréquentation. La salle, on l'a jamais vue aussi pleine. Donc on est ravis aussi que vous soyez aussi nombreux, nombreuses surtout. Et puis on a aussi d'ailleurs des gens qui nous suivent en ligne tout au long de la journée. Donc voilà, ça fait encore un peu plus de monde qui va pouvoir suivre cette journée. On a un très beau programme pour cette journée de formation cette année, il faut le dire aussi. Donc cette rencontre autour de l'histoire du polar avec Claire Callan qui nous fait le plaisir d'être là tôt ce matin, qui sera animée par Vincent Raymond, des anniversaires prestigieux avec la présence de Stéphanie Delestré, directrice de la série Noire, et Oliver Gallmeister pour les éditions Gallmeister. Un panorama des nouveautés polars à la fois adultes et jeunesse, avec notamment Page des libraires et Cédric Chaffard. Une rencontre sur le polar de l'adulte à la jeunesse avec le sémillant Caril Ferré, qui je suis sûre va être en pleine forme, puisque c'est l'après-midi. On ne lui fera pas l'offense de lui demander d'être là le matin. Et puis une dernière rencontre sur les frontières du genre, sur l'hybridation en littérature avec Olivier Truc, l'auteur, et Marie Leroy, qui est directrice des éditions de La Martinière. Et j'en profite pour dire que cette question des frontières et de l'hybridation des genres, c'est le grand thème de cette prochaine édition de Quai du Polar. On parlera des frontières du genre littéraire, on parlera des frontières géographiques, on parlera aussi des frontières symboliques, politiques, religieuses, culturelles. Je pense que le monde... voilà, en ce moment, impose ce genre de thématiques et de sujets. Donc n'hésitez pas à consulter le programme du festival. Les portes de Quai du Polar ouvrent dès demain 10h jusqu'à dimanche 18h. On vous attend évidemment nombreux et nombreuses. Et voilà, et je vous souhaite une très belle journée de formation et un très beau festival pour celles et ceux qui seront présents. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci pour cet accueil. Merci aussi évidemment à Claire Callan d'être présente pour cette première discussion. Il sera évidemment question indirectement dans ce que nous allons évoquer dans quelques secondes, peut-être des hybridations et des frontières, parce que je pense que c'est inéluctable d'en parler quand on traite de l'histoire du polar. Auparavant, je vais quand même un peu vous présenter très rapidement. Vous êtes non seulement chercheuse en littérature de l'imaginaire et en mythologie comparée, mais aussi vous êtes à la tête, vous êtes présidente de Vin Noir à Limoges, un festival, un autre festival. D'ailleurs, je précise, mais je pense que Quai du Polar ne se formalisera pas, que je précise que la prochaine édition se tiendra du 13 au 15 juin. Voilà, ça fait un petit peu... non pas de concurrence, mais de confraternité entre les événements polars. J'ajouterais même qu'ils m'ont donné l'idée l'année dernière d'une journée de formation, parce que j'étais là avec vous, mais en tant que auditrice, et j'ai tellement aimé, j'ai dit c'est une idée absolument géniale, donc je vais ouvrir par une journée d'études. Voilà, les bonnes idées se contaminent et se disséminent de festival en festival. Et vous êtes aussi, et c'est une des raisons pour laquelle on va échanger ce matin, vous êtes la co-autrice scénariste de cette histoire du polar en bande dessinée, dont vous voyez ici la couverture, et à l'écran, c'est magnifique. Co-écrite, ou plutôt dessinée par Sandrine Quérion. Alors, il y a une préface qui va nous servir de point d'entrée à cette discussion, signée Franck Tilliez, et dans laquelle il pose une question toute simple, qui est « Par où commencer ?» Alors, je pense qu'évidemment, c'est une question que vous vous êtes posée pour pouvoir essayer de trouver le moyen de raconter cette histoire du polar. Par où commencer ? Par où commencer ? J'allais vous dire, ça va vous paraître peut-être étonnant, mais pour moi, c'était le plus simple. C'était évident lorsque j'ai commencé le travail que ça commençait par Édipe Roi, que ça commençait au 5e siècle avant Jésus-Christ, parce qu'on se trouvait dans une forme qui est très particulière, la tragédie, et qu'à ce moment-là, on pouvait traiter une enquête, on avait un enquêteur, avec des interrogatoires, des recherches de preuves, quelque chose de très très fouillé. Je vous invite d'ailleurs à relire ce texte magnifique de Sophocle, et en plus fabuleux parce que cet enquêteur se trouve à la fois la victime et le criminel. Alors, on n'a pas fait mieux, mais depuis que l'ouvrage est sorti il y a un mois, on me pose quelquefois la question, mais pourquoi pas avant, pourquoi pas Abel et Caïn ? Et c'est une excellente question. Donc, si vous me permettez, donc, je vais continuer là-dessus. J'allais y venir en plus. C'est vrai ? Ah, je vous ai coupé l'herbe sous les pieds. C'est magnifique, magnifique transition. Et Abel et Caïn, pour moi, non. Parce que oui, c'est un crime, le crime fondateur dans la culture judéo-chrétienne, mais il n'y a pas d'enquête. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'on va trouver beaucoup de crimes, évidemment, antérieurs à ce que fait Sophocle, et même dans la Mésopotamie, on va trouver des choses passionnantes. Mais soit on est dans la quête, ou dans un récit fort spirituel, mais on n'est pas dans la forme d'une enquête. Et pour moi, indéniablement, et quelques autres, ça commence avec Édipe Roi. Ça veut dire qu'il y a forcément une recherche, et est-ce qu'il y a forcément aussi l'idée, après le crime, du châtiment Oh, joli. Alors, pas forcément. Pas forcément, il peut y avoir crime sans châtiment, le genre est protéiforme, et même pour l'enquête, on le sait, le genre va tellement évoluer qu'on peut se retrouver avec un embryon, voire une dissolution complète de l'enquête. C'est la beauté de ce genre qui finalement nous échappe toujours un petit peu. Il échappe, mais très rapidement, ou alors je ne sais pas si on peut parler de rapidement, mais à partir du moment où il va émerger en tant que genre et être presque codifié, il va y avoir des auteurs qui vont commencer à dire il faut qu'il y ait tel paramètre pour faire en sorte qu'on puisse parler de ce qui ne va pas être tout de suite un polar, mais en tout cas un roman policier ou quelque chose qui s'approche de cette forme-là. Les règles, effectivement, elles vont commencer avec la naissance du genre. On est au 19e siècle. Et là, c'est un point important. Je dirais que ça commence avec Edgar Allan Poe.
Pourquoi ? Parce que il y a du polar, entre guillemets, il y a une forme un peu flottante, et je pense à quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Gaboriau, qui va être très très important. Donc juste avant, dans ce siècle foisonnant, ce qui se passe avec Edgar Allan Poe, c'est que il va dire ok, alors là il faut pas trop se disperser. Il faut que l'enquête soit, alors ça c'est moi qui le dis, à l'os. Donc on enlève toutes les histoires d'amour, toutes les péripéties, les aventures, et vraiment on va au point le plus rétréci. Alors quelque part en faisant ça, il codifie déjà. Et ensuite ça va s'amplifier avec surtout des auteurs anglais qui se piquent au jeu et qui vont essayer de définir des règles à appliquer, et bien sûr des auteurs et des autrices qui n'auront de cesse de perfectionner la passer question. outre. Oui, après. Voilà. Oui. Mais alors justement, je reviens sur Poe. Est-ce que lui, il théorise réellement son écriture ? Est-ce qu'il écrit à côté toute cette formalisation du genre, ou est-ce que le corpus romanesque est son corpus théorique seulement ? Alors, il va le théoriser donc dans le sens où il va essayer de trouver des règles d'épuration, des règles de fonctionnement, des règles de raisonnement, puisque donc ces 3 nouvelles fondatrices sont des règles fondées sur le raisonnement. Ça va être extrêmement important. Et puis, à partir de là, il aurait peut-être été plus loin, mais la mort l'en a empêché. Une mort d'ailleurs tout à fait curieuse et digne de tous les bons polars. Ça, c'est une des particularités en travaillant l'histoire du polar. On se rend compte que la vie des auteurs et des autrices, c'est absolument incroyable. C'est pour ça aussi que dans cet album, vous traitez aussi certains auteurs comme des personnages. Ils vont presque au-delà. On n'est pas dans la biographie au sens strict. Il y a un traitement romanesque pour certains d'entre eux. Certains qui sont des totems, que ce soit dans le roman ou dans le cinéma. Je prends l'exemple d'Hitchcock, mais ils ont droit à des chapitres particuliers, mais leur vie va au-delà de leur création. Oui, tout à fait. Alors pour Hitchcock, on peut s'en étonner. Évidemment, je travaille sur la littérature, mais d'abord, je ne pouvais pas faire autrement que de consacrer un chapitre entier, et en prenant l'angle des auteurs qui vont être adaptés chez Hitchcock. Oui, Hitchcock, c'est pour moi une des vies passionnantes, comme Agatha Christie, comme d'autres. C'est-à-dire que quand on gratte dans leur existence, d'abord on s'aperçoit qu'il y a beaucoup à en dire, que le trajet est un trajet singulier. Hitchcock me permet aussi de ramener des tas d'auteurs comme Boileau, Narcejac, mais il va croiser la route de Chandler, ça va très très mal se passer, Patricia Highsmith et tant d'autres. Bon, la liste serait très très longue. Et puis ça me permet en plus de redresser la barre et de prendre la mesure de l'importance de son épouse dans le processus de création. Parce qu'on n'a pas une œuvre comme celle d'Hitchcock sans qu'il y ait Alma à côté. Donc, et puis après, on s'amuse parce qu'évidemment, c'est chercher des petites anecdotes, essayer de vous amuser, de vous faire sourire. Alors, justement, ça me permet de revenir sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est la question de la présence féminine dans le roman policier, et elle est particulièrement précoce comparée à d'autres genres, comparée à d'autres formes de littérature, même si ici, on a à l'écran une des planches Oui. où on voit que, alors non seulement la présence féminine est importante parce qu'on a des héroïnes, mais on a aussi des autrices. Et là, à dessin, justement c'est un dessin, mais on a une héroïne dont l'autrice est apparemment une femme, mais en fait c'est un homme. C'est ça, c'est ça. Alors ça m'amusait beaucoup. On le sait peut-être moins en France parce que c'est très anglo-saxon, mais les autrices sont très présentes dans le genre dès le départ.
Donc ça, c'est le premier point. Et puis, donc là, c'est sur les Ladies Détectives, c'est une double page. J'ai construit mes bibliographies, j'ai essayé en tout cas avec Sandrine Carillon, de manière très ludique, voilà. Parce que vous le savez toutes et tous, une bibliographie, c'est parfois un peu aride. Donc, si on peut s'amuser un peu. Donc là, avec tapisserie, avec la petite tasse évidemment de thé, pour rappeler aussi ses origines anglo et puis très anglaises et anglo-américaines. Et ça va me préparer une page qui est à la fin du livre parce qu'il y a beaucoup d'échos, qui va être le cozy crime. Donc c'est un petit peu un fil conducteur. Alors oui, il y a beaucoup d'autrices et je trouve ça délicieux de se dire que finalement, on a des auteurs qui, pour avoir du succès, se cachent derrière des noms d'autrices. Hein, et on pensera à tout l'inverse qu'on a connu dans le monde du polar, ne serait-ce que Fred Vargas. Hein, toutes ces femmes qui ont fait le chemin inverse, eh ben, on l'a vraiment dans les deux sens. Dans cette double page, il manque la deuxième page, qui est celle, mais justement c'est pour créer du suspense, c'est celle qui se conclut sur la reine, celle qui est considérée comme la reine à beaucoup d'égards de cette époque, mais encore aujourd'hui, la reine du whodunit, qui est Agatha Christie, elle aussi a droit à un chapitre particulier. Parce que non seulement elle est fondatrice d'une forme d'écriture, d'une forme de mystère, d'une forme tout court peut-être, mais aussi parce que sa vie, à bien des égards, est aussi une forme de roman policier. Parce qu'elle entoure un drame fondateur, ou même pas fondateur, mais fondateur d'une deuxième partie de sa carrière, et pour lequel il n'y a pas encore d'explication. Et pourtant, ça a déjà été à plusieurs reprises creusé, sans faire de mauvais jeu de mots avec son mari archéologue. Alors, on a l'explication, mais je ne la donne pas dans le livre parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de rester sur le mystère. Oui, Agatha Christie, en plus, ça a été le premier chapitre que nous avons fait ensemble avec Sandrine Carillon. Quand on fait une histoire du polar, il faut vous imaginer qu'on ne l'écrit pas forcément dans l'ordre. D'abord, une entreprise comme ça, c'est 3 ans. 3 ans de travail. Beaucoup de recherches, beaucoup beaucoup d'allers-retours aussi avec la personne avec qui vous êtes, avec qui vous travaillez quasiment au quotidien. Donc, on a commencé par le chapitre Agatha. Pourquoi ? Parce que Agatha Christie, c'est une autrice qui est très importante pour moi, que j'aime beaucoup. Donc, j'avais envie de commencer par un sujet que je connaissais bien. Et il se trouvait que Sandrine Carillon l'aimait beaucoup, donc on s'est dit, formidable. Et là, tout de suite, est arrivée la limite de l'exercice. C'est-à-dire qu'on a failli vous offrir, non pas l'histoire du polar, mais l'histoire d'Agatha Christie en 150 pages. Et notre éditrice a fait, « Oh, vous êtes sûre ? Peut-être un peu long. » Bon. Alors, mais vous avez quand même 2 chapitres. 2 chapitres parce que grâce à Agatha Christie, je peux ramener tout le contexte et ramener énormément d'auteurs jusqu'à Conan Doyle, enfin vraiment faire un grand panel juste en partant de sa vie. Et puis vous l'avez très bien souligné, sa vie est extraordinaire. Moi, je trouve que sa vie est extraordinaire depuis le départ, depuis le fait qu'elle apprend à lire et à écrire toute seule à 5 ans parce que sa mère ne veut pas en entendre parler. Qu'elle va avoir un premier mariage incroyable, que son second époux, donc archéologue, va lui ouvrir des horizons absolument fantastiques. Et on a toujours cette impression qu'Agatha Christie, c'est une grand-mère avec sa petite tasse de thé en train d'écrire, de faire des farces. Et je voulais bien montrer que ça a été une enfant avec un parcours, et que ce parcours était passionnant à dérouler parce qu'il nous amène au théâtre et puis il nous amène à la reine Elisabeth. Enfin, vraiment, vous allez voir que grâce à cette simple, entre guillemets, autrice, mais aussi parce qu'elle a des œuvres qui vont dans plusieurs directions, c'est absolument foisonnant et sa vie est incroyable. Et je rêverais d'écrire dessus. Cela dit, c'est une belle amorce pour les 150 pages à venir. Oui, c'est vrai.
Et on a gardé quand même tout le travail préparatoire. Vous évoquez le théâtre, vous évoquez la reine Elisabeth, mais vous n'évoquez pas, c'est dans le livre, toute la période de la guerre qui est aussi fondatrice pour l'écriture et pour non seulement l'usage des poisons qui va être distillé dans beaucoup d'œuvres par la suite. C'est vrai, la guerre va être très très importante pour elle, puisque c'est là que va naître un petit personnage belge que vous connaissez et qu'elle va rencontrer, du moins elle va s'en inspirer parce qu'elle va être bénévole et donc pour les blessés et les réfugiés belges. Donc il va se passer plein de choses évidemment. C'est là où elle va découvrir les poisons, ce qui me permet de faire une bibliographie, je l'espère en tout cas amusante, c'est-à-dire une étagère avec tous les poisons et les titres de livres qui vont avec, ce qui vous donne aussi un mode d'emploi si vous voulez faire des petits mélanges chez vous et jouer à la chimiste ou au chimiste. Et donc voilà, à partir de là, la guerre, oui, et la guerre aussi, parce que je ne veux pas faire une histoire du polar déconnectée. Donc il y aura toujours du contexte, soit par exemple Chandler dont je parlais tout à l'heure, Chandler, Première guerre, Deuxième guerre, donc je le fais, ça a été traumatique chez lui pour la première, c'est extrêmement important pour moi de le montrer. Ensuite c'est la façon de le montrer. Agatha, ça va de pair avec son mariage, donc c'est à la fois le bonheur et la tragédie. Et c'est un petit peu sa vie. Et Chandler, c'est le traumatisme premier de la Première Guerre, c'est l'alcoolisme qui va venir très vite, c'est quelqu'un qui plonge finalement malgré les paillettes d'Hollywood. Et ça m'intéressait parce que je me suis dit qu'est-ce que je peux faire avec ça. Et là j'ai construit le chapitre à partir d'un film que j'aime beaucoup. Au Québec c'est le jour de la marmotte je crois. Et ça doit être un jour sans fin. Un jour sans fin ici, oui. Voilà. Donc vous voyez cette construction où il reprend. Et donc j'ai fait le chapitre Chandler où il va circuler. Donc on reprend une planche qui va évoluer. La guerre, sa relation avec son chat, parce que c'est très 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 important, et son œuvre qui se construit, et puis jusqu'à la fin, à la déchéance. C'est une histoire, mais c'est aussi une sorte de psychanalyse des différents genres qu'on rencontre à l'intérieur du polar, puisque le hard-boiled est né aussi d'une certaine manière de tous les traumatismes qui ont affecté les auteurs qui ont participé à la création de ce genre concomitamment. La guerre, la dépression aussi, enfin tout ce qui a pu affecter l'Amérique des années 30-40. C'est une réaction aussi au genre anglais. Le genre anglais que j'affectionne, c'est un genre déconnecté. C'est-à-dire que évidemment, on est dans un château, il n'y a pas grand-chose de réel et c'est un jeu, on s'amuse. Et quand Dashiell Hammett, puisque c'est lui le fondateur du hard-boiled, met en place autre chose, il a cette notion de jeu, il ne faut pas l'oublier, dans cette petite forme qu'il va publier dans les magazines, dans les pulps, comme on dit. Mais très vite, l'implication sociale va être très présente. Et là, puisque c'est lui le fondateur, le hard-boiled va naître. Et il va contaminer... Est-ce qu'il va à un moment supplanter le polar de type anglais ou pas ? Ça dépend où, ça dépend qui. Si on parle de la France, oui. Et ça, c'est le travail qui va être fait par Série Noire, qui va ramener le hard-boiled et qui va même aller jusqu'à... passer par la France, retravailler par Série Noire, par les critiques, par le cinéma, et réinjecter aux États-Unis avec la terminologie roman noir. Il y a toujours des va-et-vient, il y a toujours des ponts et un pays n'est jamais fermé. Maintenant, ça vaut pour la France, mais l'Angleterre l'aura aussi vécu, mais un peu différemment, parce qu'elle a tous ses auteurs très, très ancrés dans le whodunit, dans le Agatha Christie, dans le Doyle, évidemment, avec Sherlock Holmes, etc. C'est là qu'on revient à la question des frontières, parce que l'insularité géographique
joue aussi sur une forme d'insularité culturelle ou une forme d'attachement à une forme littéraire? Est-ce que ça joue? Est-ce qu'il y a une correspondance entre les limites territoriales d'une île comme on peut avoir en Grande-Bretagne et l'attachement justement à ce genre-là? C'est une très très bonne question. Oui, forcément, l'insularité joue sur une écriture et joue sur la relation qu'on peut avoir avec les autres, avec le monde. C'est-à-dire que les insulaires sont très friands aussi de ce qui vient de l'extérieur. On peut prendre l'exemple de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne même, mais on peut prendre l'exemple de l'Islande, que j'aime beaucoup, beaucoup la littérature islandaise et bien sûr le polar islandais, qui vont se nourrir de ce qui vient ailleurs, mais qui vont, parce qu'ils sont insulaires, tenter de garder leur spécificité. Parce que l'identité chez eux, c'est quelque chose de très très important. Étant franco-canadienne pour ma part et québécoise de cœur, même si le Québec n'est pas un pays, mais une province, on est aussi, parce qu'on a ce côté un peu enclavé, voilà, de se dire il faut garder une forme d'identité. Alors là, vous êtes sur les grands privés du polar américain. Donc là, l'idée, c'était de faire... pour revenir au hard-boil, de voir des fils, toujours trouver des fils conducteurs et des filiations. Alors bien sûr, ce sont des filiations en général avouées par les auteurs ou reconnues ou repassées par le filtre des films. Et même Mike Heimer, vous le connaissez sans doute au moins de nom, je pense, mais Toussaint Marcus Moore, peut-être moins en France toujours. Donc ça me permet, je pense toujours quand j'écris, de me dire, oui, j'écris bien sûr pour mon public français, mais en ayant cette ouverture du monde. En disant, n'oublions pas ceux qui sont peut-être un peu moins connus chez nous ou qui vont être très très importants. Donc voilà, ça donne un petit panel. Là encore, ça me permet de refaire quelques synthèses parce que le reste est très, très en récit, mais de faire quelques synthèses, de vous reposer aussi dans la lecture, de dire, là, je lis pas, je le mets de côté, je reprends et je continue. Justement, si l'album est globalement chronologique, il y a un moment où c'est difficile d'être dans la chronologie pure, puisqu'il y a plusieurs chronologies synchrones, parce qu'il y a plusieurs territoires et plusieurs évolutions, il y a des arborescences dans tous les sens. Donc on est obligé de revenir, effectivement, de faire des allers-retours. Et il y a des moments aussi où vous quittez le récit, j'allais dire presque d'historienne, pour partir dans la fiction, à partir du moment où vous abordez le thriller. Alors, est-ce que le thriller impose de devenir auteur de fiction, de s'abandonner à plus d'imagination pour raconter justement un genre particulier? Il donne envie, ça c'est certain. Il donne envie. Et puis, comme j'avais envie vraiment qu'on s'amuse, j'ai conçu l'histoire du polar à 3 niveaux. Alors que ça ne vous fasse pas peur. Il y a le premier niveau où on le lit simplement. Voilà, on peut même le dévorer façon popcorn, ou le lire d'une traite comme on veut. Ça, c'est le premier niveau. Puis le deuxième niveau, je me suis dit quand même, je vais avoir affaire à des gens qui vont adorer tel ou tel personnage, tel ou tel auteur. Donc, je vais cacher des petits indices pour eux dans certaines cases. Ça leur fera plaisir. Ça, c'est... Voilà. Les jeux de Pâques en français. Oui, c'est ça, exactement. Et je me suis dit, ça crée un petit lien supplémentaire. Et puis, moi aussi, ça me faisait plaisir de réfléchir à comment glisser des petits objets. Et puis après, je me suis dit, on pourrait faire un 3e niveau, c'est cacher un polar dans l'histoire du polar. Où là, ça devient... Là, voilà, je m'amuse beaucoup. Et donc... c'est de là que c'est venu naturellement. Je me suis dit, alors je ne dis pas tout évidemment parce que vous allez avoir des surprises, mais hop, à partir du thriller, pour raconter le thriller, je me suis dit, ça va commencer à ce moment-là. Je vais inventer deux personnages qui vont vivre une histoire parce que, comme pour Simon, où j'avais eu le même problème, c'est quand on a
affaire à un continent, est-ce qu'il n'est pas plus judicieux de raconter la formule plutôt que de prendre un livre, ce que je fais la plupart du temps. C'est-à-dire, la plupart du temps, je prends un livre, je parlais d'Achille Hamet, sa première nouvelle, je lis sa première nouvelle, je la synthétise, comment je peux la mettre en case, comment je peux la faire voir à un public français qui la verra jamais autrement que comme ça. Et donc, pour le thriller, je me suis dit, je vais faire comme Simenon, que j'avais écrit avant. Et Simenon, j'avais lu tout Simenon, tout Maigret, pour essayer de trouver une journée type. Et donc, j'avais fait une double page Maigret, journée type. Alors, je me suis sentie un peu légitime, après avoir tout lu, d'arriver à dégager cela. Et pour le thriller, qui est un genre que j'aime beaucoup, à la fois en littérature et au cinéma, je me suis dit, bon, il y a quand même des formules, il y a des petits codes qu'on peut utiliser. Et pour faire aussi une coupure dans le texte, présenter le thriller avec une petite histoire. Je vais revenir sur Simenon, parce qu'effectivement, c'est un continent. Est-ce qu'on est davantage dans la vérité de Simenon quand on a lu ses romans et qu'on trouve la vérité à l'intérieur de ses romans, plutôt que dans les propos de Simenon, dans tout ce qu'il peut raconter, qui sont là plutôt du roman que de la vérité? Oui, Simenon ment, mais il ment si bien. C'est si agréable. Et il ment pour construire son image et son œuvre, ce qui est pour moi un blanc-seing pour un auteur. Ça fait partie du jeu. Moi, je suis chercheur, donc je ne mens pas. J'ai essayé de ne pas vous mentir. Sauf dans le thriller. Alors, oui, mais je le dis. Je dis c'est une création, donc je vous prends pas au dépourvu. Mais effectivement, pour commencer, sinon, parce que toujours la difficulté, c'est de se dire à chaque chapitre comment l'aborder, comment nous faire plaisir ensemble. Donc, quand je suis arrivée à Simenon, je me suis dit, je vais commencer par Simenon qui crée Maigret. J'adorais cette histoire, seulement comme je suis chercheur et que j'adore gratouiller, j'ai cherché et j'ai fini par trouver que ce n'était pas tout à fait la vérité. Et quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Francis Lacassin, avait notamment parlé un petit peu et découvert le poteau rose. J'ai dit, bon, ça va me permettre de mettre Francis Lacassin en plus là-dedans. Donc, je fais une planche sur la belle histoire de Simenon et Francis Lacassin qui dit, alors oui, mais ce n'est pas tout à fait la vérité. Et là, on reprend le fil de l'histoire. Deux questions encore sur Simenon. Simenon aime son personnage. Il aime Maigret, il l'apprécie. C'est pas le cas de tous les auteurs. C'est aussi une grande différence, par exemple, entre Simenon et Conan Doyle, par exemple. Oui. Et j'ajoute même, Simenon aime Madame Maigret. La cuisine de Madame Maigret. Oui. Parce qu'il aime le couple, qui est un peu le couple idéal pour lui. Enfin, il a énormément d'affection, il en parle très bien. Et à l'inverse, Conan Doyle déteste Sherlock Holmes, mais il le prend d'abord en gris, puis en totale haine, au point de le détruire, de le tuer. Ce qui va très 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 mal se passer en Angleterre. On ne tue pas Sherlock Holmes. Et les ouvriers vont faire grève, porter le brassard. Ça va remonter jusqu'à la Chambre des Lords, où il faut l'imaginer, en Chambre des Lords, c'est inadmissible, c'est inacceptable. On ne peut pas tuer Sherlock Holmes. C'est absolument incroyable. Et Doyle va finir par le ressusciter. Ça lui plaît pas tant que ça, d'ailleurs, de le faire. Bon, il a besoin d'argent, ça aide. Et il va le faire revenir une première fois avec le chien de Baskerville. Et puis ensuite, il va continuer. Agatha, ma chère Agatha Christie, n'est pas très fan de Poirot. D'ailleurs, elle se moque beaucoup de lui. Et en revanche, elle aime beaucoup Miss Marple, qui est une forme de double pour elle. Et ce qu'elle va le faire, elle va le faire avec plus d'intelligence, à mon avis,
que Doyle. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va écrire leur fin dans 2 ouvrages, un pour Hercule, un pour Jane. Et elle va le mettre, Seconde Guerre mondiale, elle va le mettre au coffre en disant « ça sera après ma mort ». Et ça sera en guise de testament. Et bon, elle voulait offrir les droits à sa famille. Bon, finalement, ça va être publié un peu avant qu'elle meure. Mais voilà, elle va attendre parce qu'elle sait qu'on ne joue pas avec des lecteurs et des lectrices. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je tenais beaucoup à avoir un chapitre Stephen King, qui va être important pour le polar. Vous verrez comment et pourquoi. Et on a appris avec King qu'il ne faut pas tuer des personnages de fiction et que sinon ça finit comme Misery, c'est-à-dire très mal. Donc il donne une leçon à ses lecteurs, mais aussi aux auteurs. Oui. Oui, absolument. Des 2 côtés du miroir. Juste pour revenir sur Agatha Christie, Poirot quitte la scène a fait énormément de peine aux lecteurs. Aux lecteurs et aux spectateurs, puisque n'oublions pas aussi, tout ce qui va être important, c'est le visuel. C'est pour ça aussi que j'étais ravie de faire ce défi ou cette folie qui est l'histoire du polar en BD. Donc ce côté visuel. Et là, je vous l'avoue, même si la salle est comble et même si c'est filmé, j'ai une passion pour David Suchet, qui est le Hercule Poirot, à mon avis, de la BBC. Et lorsque j'ai vu le dernier épisode, puisqu'il a fait donc tout, je vous l'avoue, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que tuer Hercule Poirot, quand même, pour moi, c'était très difficile. Je reviens sur Conan Doyle. Vous montrez à quel point il est agacé quand on l'appelle Sherlock Holmes. Vous ne le sauriez pas. Oui, mais alors je prends un autre exemple qui nous concerne dans la région. C'est Frédéric Dard qui, lui, signait San Antonio. Oui, exactement. Et on a un exemple là d'un auteur qui fusionne avec son personnage. Enfin, qui fusionne. Et qui se fait dévorer. Oui, mais qui le fait qui le fait volontairement, ce qui ne l'empêche pas aussi de signer des ouvrages, des 2 noms de l'un, de l'autre, un peu comme Simenon qui signe des ouvrages, Simenon des ouvrages durs, les ouvrages sérieux, et puis les Maigret à côté. Oui, Dard, c'est passionnant parce que Dard, c'est le poulain, on peut le dire ainsi, de Simenon à un moment donné. Poulain rebelle. Et bon titre de livre. Si vous me permettez, on va noter. Je vous l'offre. Et bon, ça va très mal se passer. Ça va mal se passer pour une question de pièce de théâtre. Bon, ça, vous le découvrirez dans l'histoire du polar si vous ne le connaissez pas. Et donc, il va prendre son autonomie et à partir de là, créer son personnage et entrer. En fait, il va faire l'inverse. Il va faire l'inverse de Simenon. Je rembobine, si vous me permettez. Simenon, qui est tout petit, qui part de Bruxelles, où son personnage qui se crée à ce moment-là est Rouletabille. Il est journaliste, il s'habille un peu comme Rouletabille, etc. Il arrive à Paris et là, il va écrire dans un magazine. Vous avez l'impression que je vais loin, mais vous allez voir. Et il rencontre Colette. Et Colette, c'est la personne fondamentale à ce moment-là qui va lui dire « pas de littérature, mon petit Sim, pas de littérature ». Alors qu'il aurait voulu faire une carrière, évidemment, littéraire. Et c'est de là que les Maigret arrivent. Et en fait, Dard prend le contre-pied et crée une œuvre littéraire extrêmement écrite. Il va peut-être se perdre un petit peu à un moment donné, mais c'est une jouissance du mot. Alors là, il est un peu dans son purgatoire, il reviendra sans doute à un moment donné, mais c'est vraiment à redécouvrir. Vous placez cette citation par rapport à son écriture, où il dit que ses livres ont tellement de rebondissements qu'on dirait qu'ils sont en caoutchouc. Oui, parce que effectivement, quand j'ai conçu
mon écriture, je ne voulais pas inventer, je ne voulais pas faire des faux dialogues. Donc j'ai tenté, c'est pour ça qu'il y en a finalement assez peu, j'ai tenté d'être toujours au plus près ou de prendre littéralement des citations en lisant des extraits de magazines, des livres. Et donc quand je suis tombée sur cette citation, je la trouvais très très drôle. À peu près à la même époque, puisqu'on parle de dialogue, on ne peut pas faire l'impasse, on ne peut pas ne pas évoquer, ce sera plus simple, des gens comme Albert Simonin en littérature, mais en glissant vers le cinéma, et puis Michel Audiard. Oui. Parce que c'est un couple d'écriture, de dialoguistes, qui va avoir une incidence énorme à la fois sur la littérature et sur le cinéma concomitamment. Oui, et Audiard, on n'y pense peut-être pas, mais Audiard est aussi un écrivain. Donc on reste dans la littérature avec Audiard. Donc là, vous avez de mes petites planches, hein, comme je vous dis, qui sont aussi des pauses. Donc où on va retrouver, donc j'ai essayé de retrouver des citations ou des scènes emblématiques, mais en même temps de remettre des gens qui pour moi comptent énormément, que ce soit Blier évidemment, Ventura, jusqu'à Annie Girardot que vous avez tout à fait en bas. Donc bon, je vous laisserai je ne sais pas si vous le voyez bien d'ici. Gabin aussi. Pardon ? On a Gabin aussi. Oui, bien sûr, on a Gabin. Gabin qu'on retrouve avec Maigret, etc. Et là, c'était aussi pour dire attention, bien sûr, je ne peux pas évoquer tous les dialoguistes, il faudrait le faire dans certains cas parce que c'est formidable, mais au moins, il ne faut pas passer à côté d'Audiard, c'est pas possible. Donc ça fait partie des planches longues à faire parce que je revois les films, je fais, pour vous raconter tout, j'ai fait des petites captures d'écran, je remets en arrière, est-ce que j'ai bien écouté, etc. Et puis en bas, je me suis un petit peu amusée, j'ai trouvé une bande-annonce avec Annie Girardot et Audiard lui-même. Et donc je me suis dit, voilà, ça complète un petit peu la scène. Et puis on a Alain Delon qui est aussi sur la gauche. Donc ça me permet un peu d'entrer, de résumer une certaine époque, de faire Madeleine de Proust pour certains, d'appuyer sur la nostalgie. Et puis on s'est quand même jamais remis des tontons flingueurs. Et il y a eu une contamination de ce cinéma vers la littérature noire contemporaine, c'est-à-dire que ça c'est pas dans un seul sens, c'est-à-dire que ça continue d'irriguer la langue contemporaine postérieure en fait à ces films. Oui, absolument. Pour Audiard, c'est très très vrai, mais Audiard aussi c'est spécifique, c'est-à-dire que Audiard est Audiard. On peut le copier, et d'ailleurs personne ne s'est essayé vraiment à faire du Audiard après Audiard. En revanche, ce que vous dites nous permet d'avoir une vue plus générale, c'est l'importance et le lien entre la littérature et le cinéma. Et ce qui vaut pour la France, où va vraiment y avoir une écriture différente après la grande vague des films français, ça vaut bien sûr pour les films noirs aux États-Unis. Et l'hémorragie des auteurs noirs qui filent à Hollywood parce que ça paye très 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 bien. Et là, ça va devenir une espèce de machine à habiller. Le contre-coup, c'est qu'à partir d'un moment, et on le vit aujourd'hui, on a beaucoup d'auteurs, quand ils écrivent, ils pensent cinéma. Et donc, dans notre vaste jeu du polar, on a beaucoup de littérature très 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 visuelle et on voit tout de suite que c'est écrit cinéma. Alors quand vous dites c'est écrit cinéma, c'est écrit influencé par les images ou est-ce que c'est écrit dans le but de fabriquer des images par la suite? J'aurais envie de dire les deux mon capitaine, mais pour le deux ça peut être inconscient. C'est parce que on est une société totalement baignée par l'image, par les voilà, on est
tout le temps bombardés, donc ça nous habite. Mais ça peut être inconscient. C'est-à-dire que les auteurs de polar ne sont pas cyniques, enfin. Oh, j'allais dire pas moins ou pas plus que les autres. J'aimerais... alors, peut-être... si on aura peut-être le temps de revenir un peu dessus après, mais j'aimerais aussi qu'on ait un peu de temps pour les questions de la salle. Auparavant, peut-être une question sur l'état. Alors, je m'interroge un peu sur l'illustration de cette représentation des strates ou de l'espèce d'arborescence de toutes les dimensions qu'on peut avoir à l'intérieur du polar aujourd'hui. Pourquoi sous cette forme d'éboulement? Alors, c'est une question très, très, très gentille, mais je n'y répondrai pas parce que vous allez me spoiler. Donc, pour comprendre pourquoi il y a ça, il faut lire le chapitre d'avant. Mais en tout cas, si on en reste au premier niveau, ça montre la quantité... Oui. L'explosion, à un moment donné, c'est-à-dire que finalement, j'avance dans l'histoire du polar. On y arrive assez simplement avec le woodinite, le roman noir américain, donc le hardboiled. On a du thriller, on va se promener à droite et à gauche. Et évidemment, on va au dernier grand choc, qui est pour moi le choc Millennium, grand choc pour la grande histoire du polar. Arrive le moment où mon éditrice me dit il faut quand même parler du contemporain. Et j'ai dit je suis un peu embêtée parce que techniquement parlant, lorsqu'on fait un travail d'historien ou d'historienne, on s'arrête à peu près 50 ans avant. Donc j'ai dit là, d'un point de vue éthique, je suis un peu ennuyée, mais en même temps, je ne peux pas faire ça à mon cher public. Et puis, ils vont être extrêmement déçus. Donc, on ne peut pas trier non plus parce que c'est trop foisonnant. Et j'ai préféré prendre l'angle donc, de la profusion, de montrer la profusion. Et donc là, on ouvre le chapitre 21 avec donc, cet éboulement. Et on va suivre le chapitre avec des pages sur le polar humoristique, le cozy crime, le true crime. Et pour finir, j'ai créé un petit jeu des lois pour survivre en milieu hostile, sur le modèle du jeu de loi. Totalement infaisable. Hein. Mais justement, vous avez essayé ? Tant mieux. De toute façon, vous mourrez à peu près... toutes les cases. Voilà, c'est ça. Donc... Mais en même temps, je n'ai pas menti. C'est jeu des lois pour survivre en milieu hostile. Oui, voilà. Alors, je sais plus si la planche... Voilà. Alors, ça aussi, je voulais que vous en parliez parce que vous vous adressez aussi à tous les publics et notamment les jeunes publics. Oui. Avec ces premiers polars. Le polar, maintenant, s'adresse à tout le monde et ça fait longtemps qu'il s'adresse à tout le monde puisqu'on voit notamment la série Alice qui est ici représentée. Donc, c'est aussi l'idée que, comme Tintin, c'est de 7 à 77 ans, le polar, c'est de 7 à 777 ans, quoi, voire davantage. Oui, on commence par l'énigme, on en parlait tout à l'heure. On commence par des petites énigmes. Même pour Sherlock Holmes, on a les premiers Sherlock Holmes animaux. C'est très drôle à lire, 1900 et quelques. Et effectivement, l'enfant, son rapport au monde très tôt, c'est parce qu'il est émerveillé, il ne connaît rien, il doit tout découvrir, c'est de l'intéresser par la petite énigme. Et après, ça va se construire, s'étoffer, devenir des enquêtes avec donc Alice, ce qu'on a connu en France donc avec Alice à un moment donné. Et puis, il y a un point de bascule, en tout cas aujourd'hui, dans le parcours, c'est-à-dire que souvent, l'adolescent va à un moment donné plus crocheter vers la fantasy. Et on va retrouver un public jeune polar, je dirais fin adolescence ou voilà, un peu plus à ce moment-là. En tout cas, c'est ce que disent les statistiques. Mais le manga modifie un petit peu la carte. Et là aussi, il y a un chapitre vraiment bien dédié à
ce foisonnement également hein, du polar dans la bande dessinée japonaise. Donc voilà, ça couvre toutes les tranches d'âge et tous les styles. J'ai promis qu'il y aurait des questions pour le public, donc je me tourne vers le public pour savoir qui souhaite poser la première question. Et alors il y aura un micro évidemment pour relayer votre voix. Alors, qui se jette à l'eau pour cette première question? Ce sera donc la deuxième question. Qui va poser la deuxième question? Est-ce qu'on aurait été à ce point exhaustif? Écoutez, je ne sais pas. Déjà ou alors, est-ce que je les ai intimidés? J'espère que non. Hein. C'était pas fait pour. C'est peut-être parce qu'il y a la perception. Ah voilà. Je vais dire, c'est peut-être parce qu'il y a la perception que la rencontre est filmée, qu'on est devant des millions de personnes. Mais bon. Je croyais que c'était des milliards. Oui, il y a eu quelques défections au dernier moment. Ah bon, d'accord. Bonjour. Alors moi, ça m'intéresse beaucoup. Hein. Vous m'avez passionné. Merci beaucoup. J'ai une seule question. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes pas trouvé embêté à se dire, ben non, là, il faut que j'oublie ce à quoi vous avez pensé? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois pour différentes raisons. On avait créé avec Sandrine un chapitre sur les nouveaux détectives. On avait tout mis en place dans nos têtes, on l'aimait beaucoup. Et ça se passait dans une prison, à la manière de Prison Break. Et on allait de cellule en cellule, on allait voir Hannibal Lecter et compagnie. Enfin bref, on s'amusait comme des petites folles. C'était beaucoup trop de travail. Donc on a coupé cette idée-là. Après, ça a pu donner de très bonnes choses parce que sur le polar historique, j'étais partie là encore sur une idée un peu folle où un de mes personnages sautait de pays, de temporalité en temporalité. Enfin, vraiment, c'était assez fou. Et puis là, on s'est dit, oh là là, je vais perdre ma dessinatrice. Là, je la sentais faiblir, blêmir aussi. Et elle me dit, mais pourquoi on ne ferait pas une frise chronologique? Ça me demandera beaucoup moins de travail. J'ai dit, parfait. Évidemment, elle a un peu pimenté. On a fait la frise et à la fin, elle m'a dit finalement, ça m'a donné beaucoup de travail. Mais c'était une superbe idée parce que ça coupe la lecture de manière, je trouve, très agréable. Et puis, il y a aussi des auteurs et des autrices dont j'aurais vraiment aimé développer le sujet. J'avais fait notamment 2-3 planches que j'ai au fond de mon cœur pour certains auteurs. Ça n'a pas pu parce que la limite de l'exercice, à un moment donné, c'est les forces vives. Et l'idée, c'était qu'à la fin du livre, Sandrine Carillon, qui a fait un travail extraordinaire, reste en vie. Ça aurait pu être le crime parfait, hein? Oui, mais je l'aime. Donc je voulais quand même pas... Je l'aime beaucoup parce que vraiment, on a eu beaucoup de plaisir. Donc voilà, c'était... donc il y a quelques planches. Alors peut-être à la réédition, quand elle aura repris des forces et du courage, il y aura de nouvelles planches. On peut avoir des indices sur les auteurs qui ont été laissés en jachère? Non, parce que on les connaît. Donc il faudrait pas, si le projet ne se fait pas, qu'ils me disent oui, mais tel jour à Quai du Polar, tu m'avais promis de parler de moi et tu ne l'as pas fait. Donc je me méfie beaucoup. C'est le problème de travailler avec de la matière vive. Oui. Voilà. Oui. Elle peut résister. Y a-t-il une autre question? Oui, vous ne vous exposez qu'à une réponse. Hein. C'est vrai. Alors, je risque d'en reposer, hein, autrement. Toujours pas ouais, sinon, je vous parle de Fred Vargas et de Robert Mitchum, La rencontre improbable. Ça, c'est le baiser improbable. C'est une belle histoire, en fait. C'est un peu un conte de fées. Ah, j'ai eu du mal. Hein. Ah bon? J'ai eu du mal à trouver la matière. J'ai pas trouvé le baiser. Il n'y a pas d'archives filmées? Si, mais c'est dans son salon. Là, c'est très mystérieux. Hein.
C'est très mystérieux. Mais je ne sais pas, est-ce que vous avez une question ou est-ce que je finis par Alors, la moi, petite histoire? Je peux peut-être, parce qu'on l'a évoqué de manière un peu allusive tout à l'heure, il faut que, voilà. Il y a des règles qui ont été Oui. à plusieurs reprises édictées par des auteurs ou des auteurs analystes, théoriciens. Mais il n'y a rien de mieux quand on est face à des règles que de contrevenir à ces règles. Alors, si vous pouvez, alors je ne sais pas si les autres sont derrière, voilà. Chronologiquement, c'est Knox qui est avant Van Dyne ou c'est Van Dyne avant Knox? Je crois que c'est Knox d'abord, non? C'est Knox. Oui, je c'est crois. Knox. Alors, ce qui est paradoxal ou ce qui est peut-être contre-intuitif, c'est de se dire que le polar est là pour être d'une certaine manière amoral, puisque c'est pas bien. Et on a quand même des auteurs qui disent ah oui, mais alors, on va encadrer tout ça. Mais évidemment, il y a d'autres auteurs qui sont là pour dire oui, mais non. Alors, si vous pouvez nous dire peut-être un petit peu quelques mots sur ces règles. Ce qui est assez drôle, c'est que même dans des ouvrages contemporains, il y en a qui balayent et bafouent allègrement certaines règles. Je pense à la dernière, pas de jumeaux doubles. On les voit encore assez régulièrement, j'allais dire presque trop régulièrement, ces règles bafouées. Alors là, c'est une faute. Là, je vous dis, c'est une faute. Quand Knox, alors un mot sur Knox, c'est un personnage assez incroyable, religieux, et qui est passionné de Conan Doyle et qui va être le fondateur de ce qu'on va appeler l'homésologie. Merci. Et ça donne des moments d'anthologie où il dit finalement s'il est aussi génial, ça doit pas être la cocaïne, c'est peut-être le tabac ou la caféine. Enfin bon, il part dans des grands délires, mais c'est un écrivain, c'est quelqu'un qui va être important aussi, et qui va être important, il va édicter des règles en disant on ne peut pas faire n'importe quoi. Souvenez-vous, je vous ai dit, chez les Anglais, on joue. Hein, c'est le Whodunit, on joue. Mais pour jouer, il faut des règles. Donc voilà. Alors, pas de jumeaux ou de doubles. Pourquoi? Parce que dans tous les romans feuilletons qu'on dévore, on fait du facile. Alors c'est « Ah, tiens, c'était mon jumeau. Ah, tiens, c'était mon double. » Bon. Donc là, on l'enlève. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Les passages secrets. Les passages secrets, c'est... Oui, alors le roman gothique, c'est bien. Mais à un moment donné, on va sortir du roman gothique. Et l'influence du roman gothique. Influence qui va être évidemment sur Edgar Allan Poe, mais sur bien d'autres auteurs. Et puis c'est une tradition anglaise. Passage secret, on pensera à Will Collins, dont je n'ai pas parlé, mais qui est un rouage essentiel dans l'histoire du polar. Alors, pas de poison inconnu ou d'appareil scientifique trop difficile à comprendre. Soyons large public, hein, toutefois. Il y en a que je n'ai pas mis. Hein. Il y en a un, je n'ai pas voulu la mettre parce que je me suis dit, ne pouvant pas l'expliquer, je ne la mets pas. C'est pas de Chinois coupables. Parce qu'il était hors de question de tomber dans le racisme et d'entretenir des choses négatives. Je n'ai pas voulu le mettre parce que je me suis dit, si je le mets, il faut que j'explique le contexte, etc. Là, on va tomber sur une planche complète pour être juste et on se sort un peu du sujet. Et le détective ne doit pas être le coupable. Je passe là-dessus, puisqu'à partir de ces règles, ma reine, Agatha Christie, qui est la seule autrice de toute l'histoire du polar à ne pas boire d'alcool, hein, je tiens à le dire, son truc à elle, sa dope, c'était plutôt le jus d'orange, n'a eu de cesse de contrecarrer et d'aller à l'encontre de toutes ces règles-là, et a fait s'étouffer littéralement Knox, qui l'a très, 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 très mal vécu. Et rapidement, non, je ne suis pas dans le... Voilà, et il y a eu d'autres règles ensuite qui étaient aussi... Alors, je prends un seul détective et un seul coupable. Je pense là aussi tout de suite à Agatha Christie.
Oui, oui, là, on va encore plus loin. Et puis, alors là, vous voyez, pas de mafia ou de crime organisé. On sent tout de suite l'influence américaine. Hein. On voit aussi comment le genre, sa culture, dans un lieu. Van Dine, on l'a oublié, hein, je crois, plus tôt. Mais ce que j'adorais, c'est que lui aussi voulait tuer son personnage. Il a été important à un moment donné. Et puis, on voit un crime et un cadavre bien mort. Alors ça, je trouve que c'est une règle, excusez-moi, incompréhensible. Un crime et un cadavre bien mort, il n'y a rien de tel qu'un cadavre tiède. Je pense. Peut-être pour terminer avec justement, parce que là, ça est mis en appétit avec cette histoire de Fred Vargas et de Robert Mitchum. Ah, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils ont aimé. Non, ça vous intéresse pas du coup de connaître cette histoire de baiser entre Fred Vargas et Robert Mitchum? Vous voulez pas qu'on termine dessus, si? Bon, d'accord. Donc Fred Vargas, on se replace, elle est toute jeune, elle est plutôt dans l'archéologie qu'autre chose. Et elle va commettre littéralement donc son premier polar et va être invitée au Festival de Cognac. On lui décerne son premier prix. Elle le reçoit, s'il vous plaît, des mains de Léo Mallet. Donc ça commençait bien pour elle. Et Robert Mitchum est dans la salle. Robert Mitchum, c'est son idole. Fred Vargas adore le cinéma et adore Robert Mitchum. Donc tout ça, j'ai appris en grattant, vous imaginez bien. Et là, elle voit... Robert Mitchum est un de ces acteurs hollywoodiens immenses. Donc dans une salle, on voit à peu près que lui. Et on lui doit des films absolument extraordinaires. Il va être aussi important dans l'histoire du polar avec La Nuit du chasseur, que je vous engage à découvrir si vous ne le connaissez pas. Et donc, elle voit Robert Mitchum. Elle fige, parce que c'est son héros, et elle bafouille comme elle peut une phrase du style si j'ai Robert Mitchum en face de moi, voilà, dès le début, je peux continuer. Enfin, elle est dans l'émotion. Et vous imaginez cet acteur quand même sublime à l'époque, ce grand bonhomme qui se lève, qui va sur scène et qui lui fait un baiser hollywoodien. Et là, les problèmes commencent. Ma dessinatrice me dit, je ne peux pas le représenter parce qu'on n'a pas de photo. Je lui dis, oui, mais Sandrine, on n'a pas de photo parce que la photo, elle est dans le salon de Fred Vargas. Elle l'a dit dans telle entrevue, à telle année, à tel journaliste. Oui, bon, mais je ne peux pas. Mais j'ai dit, oui, quand même. Mais je ne peux pas faire... Mais un baiser hollywoodien, je lui dis, comprends ce que ça veut dire. J'en ai vu plein. Oui, mais c'est trahir quand même. Là, c'est l'éditrice qui a tranché. Elle lui a dit, non, là, on va dans le baiser hollywoodien. Et on a fait un petit compromis. Les lèvres sont prêtes à se toucher. On termine presque comme un conte de fées. C'est magnifique. Merci beaucoup pour cette heure d'échange. Et évidemment, j'incite et j'engage tout le monde à se plonger dans cette histoire du polar. Et puis en attendant la suite, avec les 3 prochains auteurs, et évidemment les 150 pages à venir sur Agatha Christie. Merci beaucoup. Merci à vous.